pendant 2-3 ans, c'est quasiment pas payé. J'ai mis 10 ans pour faire 1 million d'ARR, mais 10 ans à galérer. Quand on a racheté toutes les boîtes plus Inlog, les valeurs de toutes les boîtes faisaient environ, de rachat, faisaient 12 millions d'euros. Quand on a revendu, donc il y a maintenant 1 an, à Gini, on est sur une fourchette entre 50 et 120 millions. Et j'ai une conviction forte, c'est que le coût de développement va tendre vers 0 dans les années à venir. Là, nous, dans Expertflow, ça fait 6 mois qu'on n'a pas écrit une ligne de code. De Shift AI, même si c'est au début, au début, vous avez quand même pas mal de clients. On a pas mal de on a un peu de clients, mais Ok. c'est le début. Et puis c'est la première société qu'on a spawn en fait dans BSG Holding, Ok. qu'on a créé. Et The Shift AI, c'est vraiment c'est notre laboratoire Ok. de dev en fait. Ok. Parce que quand j'ai lancé BSG Holding, c'était il y a 1 an. Et si tu veux, le cloud moment Ouais. qu'on parlait tout à l'heure, le fait de tout passer par cloud, j'étais déjà dans cet état d'esprit. Et donc, j'ai lancé le fonds d'investissement The Shift avec cet état d'esprit AI-driven développement, mais Ok. aussi AI-driven company. C'est-à-dire Ok. que tous les process dans la boîte, dans le fonds d'investissement, dans The Shift, dans Expertflow, la startup qu'on a lancée en septembre, tout est autour des agents IA. Et c'est vraiment ça. Trop bien. Et The Shift est là, si tu veux, pour tester. C'est vraiment ce côté laboratoire. Parce que moi, j'avais déjà fait des boîtes. Donc, j'avais lancé Ubilab il y a à peu près 15 ans, ma première startup, dans les logiciels de laboratoire. Et le problème, c'est que quand tu as la tête dans le guidon, tu es en train de run ta boîte et tout, tu n'as pas le temps de voir ce qu'il y a autour. Et en fait, tu perds des opportunités de changement de process et tout. Et c'est pour ça que la première boîte que j'ai créée dans le fonds d'investissement, parce que le fonds d'investissement BSG Holding, le but c'est d'être un fonds actif et support, qui supporte les boîtes qui rachètent. Oui, pas juste financier. Pas juste financier. C'était justement ce laboratoire, pour que le laboratoire The Shift soit tout le temps au top, en termes de process, d'IA, d'agent IA, et qui propose aux boîtes du groupe, et même à l'extérieur, parce qu'on a des clients extérieurs, qui proposent en fait les nouveautés, et qui implémentent les nouveautés dans les boîtes pour qu'elles soient toujours au top. Et ça, c'est vraiment l'expérience, parce que je l'ai vécu dans ma boîte. Après, quand j'ai vendu ma boîte à un grand groupe qui s'appelait Inlog, j'ai mergé dans Inlog 3 sociétés dans une BU. Donc j'ai déjà commencé à faire un peu cette fusion de sociétés pour créer un groupe. Ok. Bon, dans une business unit, mais c'est le même principe. Il y avait 3 sociétés, on les a rachetées, et puis ça faisait une business unit. C'était une mini-société dans le groupe. Ouais, hyper intéressant. Tu nous as dit que tu as mergé 3 entreprises, mais avant ça, tu as monté ta boîte, tu m'as dit du coup avant. Il y a 15 ans. Ça, c'était il y a 15 ans. En fait, je suis sorti de l'école d'ingénieur. Ok. J'ai monté ma boîte avec mon meilleur pote qui sortait de son école de commerce. T'avais quel âge du coup? Je devais avoir 25 ans, parce que j'avais redoublé. Mais... Et c'était quoi c'était la boîte qui est devenue Ubilab, donc qui était cette boîte cette startup dans les logiciels de laboratoire. Tu peux nous expliquer un peu? En gros, tu vois les logiciels de laboratoire que tu as au coin de la rue, là où tu fais tes prises de sang. Je vois les laboratoires, mais je vois pas les logiciels. Les tests Covid et tout. En fait, ils ont des logiciels pour runner un peu toutes les plateformes derrière, pour faire marcher tout ça. Et nous, on avait commencé à leur créer des logiciels SaaS pour des petites parties de ce qu'ils font. Donc des petits modules, si tu veux. Donc c'était Ubilab. Petit à petit, Ubilab, on a rajouté des modules. Pardon, mais comment tu sors d'école à 25 ans et tu as une idée hyper niche comme ça? En fait, au début, on savait pas ce qu'on faisait. C'était n'importe quoi. On savait qu'on voulait faire une boîte, on voulait faire un produit, mais on savait pas quoi. On était un peu débiles, hein, on était un peu fous. Et on a galéré pendant 2 ans. On a pris tous les projets en mode SS2I qui passaient. Et à un moment, une connaissance d'une connaissance nous dit, tiens, j'ai un laboratoire médical, de prélèvement, pardon. Et ce laboratoire, il a besoin d'une solution pour remplacer tout ce qui est papier chez eux. Et on a sauté sur l'occasion. On a investi franchement, on a investi tout ce qu'on avait. Pendant 2 ans, c'est pas payé. Et c'est ce que je disais. En gros, pendant 2 ans, c'est pas payé. Tout l'argent, on embauchait des gens pour faire ce produit. Parce qu'à l'époque, tu pouvais Parce pas qu'à juste l'époque, déployer. t'étais pas avec l'IA et il fallait avoir une équipe de 8 avec des compétences différentes pour lancer ta startup. Incroyable. Et donc, c'était vraiment galère. Ça a été galère pendant 2-3 ans. C'est quasiment pas payé. Et après, on a été vraiment bien rentable au bout de 6 ans. Et là, après, on a atteint le million d'ARR au bout de 10 ans, tu vois. Justement, tu parles de pas se payer et aussi tu parlais même d'avant de rencontrer cette personne. Ouais. Tu as fait 2 ans à galérer. C'est tout. Mais du coup, finalement, tu as un peu commencé un peu comme une agence. Exactement. Et du coup, pour payer les factures. Pour payer les factures,
tester des trucs. On bossait pour, on était à Paris à l'époque, donc on bossait pour des agences, pour Chanel, pour Louboutin, dans le luxe. Donc là, pour le coup, on gagnait bien notre vie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'embêtait un peu, quoi. On avait envie de faire du produit. Mm. Et c'est pour ça que quand on a eu l'occasion de lancer ce Ubilab, et on a tout mis dessus. On a pris toutes nos économies et hop, on a tout mis dessus. Et la première version du Ubilab, elle a mis 6 mois à sortir. Et on était 3 devs dessus. Et Ce qui est quand même rapide pour l'époque. ce qui est rapide pour l'époque, parce qu'on J'en avait vraiment des mecs super bons avec nous. Mais clairement, c'était si tu brûlais le cash comme c'est pas permis, quoi. Tu gagnais rien. En tout cas, ça me fait vraiment. Je trouve que la manière dont vous avez lancé cette startup produit, Ouais. en se disant c'est l'objectif, mais on va faire du service en attendant, c'est génial. Pour moi, c'est la meilleure idée parce que, comme moi qui voulais lancer 50 000 boîtes, quand tu essaies juste d'avoir une bonne idée par rapport à ton use case perso, c'est un peu des idées basiques. Ouais. Là, tu vas dans du B2B hyper niche. Mm. Et je veux dire, quand tu tombes sur une idée comme ça, c'est pas une idée, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui vient qui te dit C'est ça. là, j'ai besoin, je suis en souffrance, Mm. j'ai du budget. C'est ça. Donc, je pense que c'est un truc à rappeler aux gens. Et, Quoi, c'est ça, exactement. Et au début, on a vraiment galéré parce qu'on n'était pas bon sur le pricing, on était vraiment novices en fait. Et là, on a eu la chance que, à l'époque, c'était l'époque de The Family qui démarrait. On était à côté, nous on était vraiment à 2 pas. Moi j'ai mon associé qui était littéralement à 500 mètres de leurs futurs locaux, là, l'Iconique. Et donc on a acheté Coup d'État, on est allé à The Family Moi pour aussi. apprendre. Toi aussi. J'ai fait Lyon, j'ai fait Coup d'État. Ouais, voilà. J'ai pas fait Lyon, on n'a pas fait Lyon parce que là mais on a fait Coup d'État. On a acheté Coup d'État est devenu gratuit 3 mois après. J'ai oublié ça. Mais bon, franchement, j'étais content d'avoir payé, ça nous a tellement apporté, vraiment. Et donc, on est resté 1 an entrepreneur à The Family, et à la fin, on est parti d'un commun accord parce que. Donc vous avez été incubé par chez The Ouais, Family. pendant 1 an, on avait, à l'époque, il y avait Oussama, il y avait Alice Zaguri et tout. C'est qui votre, comment on appelle ça, votre responsable? Notre responsable, putain, j'ai mangé son nom. On se faisait pas mal coacher par Alice Zaguri sur tout ce qui est gestion du process dans la boîte et tout. Mais on n'était pas très consommateur de consultants, parce que d'une, on n'avait pas envie de les emmerder pour rien. Et de deux, on s'était déjà tapé tout Coup d'État en fait. Donc on était, bons élèves. on était hyper bons élèves. Et on appliquait déjà tout ce qu'ils nous avaient dit en fait. Donc on était là, voilà. Et au bout d'un an, ils nous ont dit, les mecs, The Family, c'est là pour lever des séries A, séries B et tout. Vous êtes une petite PME qui marche bien. Donc on vous propose, on s'arrête là, voilà. Et puis voilà. Ok, vous aviez pas, vous avez cherché. Enfin, est-ce que vous aviez cette envie quand même d'essayer d'en faire un produit exponentiel comme eux cherchaient à faire? On avait, oui, on avait l'envie. Ça a été d'ailleurs un peu ma frustration, moi, quand j'ai vendu et que j'ai voulu refaire des boîtes. Mais on pouvait pas, en fait, parce qu'on n'avait pas la maturité nécessaire, on n'avait pas l'expérience. On était dans un secteur assez niche qui pour nous, pouvait pas sortir de sa niche. Et donc, on a fait notre petite PME pendant 10 ans. Donc là, c'était cool, ça marchait bien. Et c'est vrai que là, on a vendu au bout de 10 ans à un groupe en se disant, à un moment, on pourrait faire ça pendant 20 ans, mais on commence un peu à s'embêter. On a 35 ans. Ouais, on passe à autre chose. Ouais, c'est T'avais, ça. à l'époque? À l'époque, ouais, j'avais à peu près 35. J'ai fait 25 plus 10, donc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, on a vendu. Et en fait, alors, ça s'est pas hyper bien. Ça s'est bien passé. Il y a eu des hauts, des bas dans la vente, dans mon premier salaire. Pour te dire, c'était la première fois que moi j'avais une feuille de salaire, quoi. Ouais, oui. Donc, c'est une expérience, mais en fait, ça m'a apporté énormément d'opportunités, Ok. énormément de connaissances autres que faire un produit. Et c'est ce qu'il me fallait, parce que en fait, ça m'a fait switcher dans ma tête, ça m'a fait grandir. J'ai pris 10 ans d'expérience en 3 ans, en fait. Et l'entreprise que vous avez rachetée, du coup, c'était quoi le profil? Ils étaient combien? C'était, en fait, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Abenex, qui lui fait des opérations financières, il rachète des boîtes, il fait ce qu'on appelle des build-up et tout, et il les revend au bout de 5 ans. Donc c'est que financier. Il n'y a pas de support et tout. Après, il y a quand même du travail pour agréger ces boîtes, il y a les du intégrer. travail, effectivement, ils trouvent le DG. Enfin voilà, non, ils sont énormément de boulot. Oui, et ça- cette boîte Inlog, c'était leur premier achat et c'est elle qui nous a intégrés. Ok. Et Inlog faisait des logiciels pour le sang. Et ils voulaient, leur gros contrat, c'était l'EFS. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Mhm. Ils bossent avec l'EFS. Et si tu veux, ils voulaient vraiment se lancer dans les logiciels de laboratoire médicaux pour faire un Ce site qui n'est pas exactement pareil. C'est pas pareil, ouais, Très bien. exactement, c'est un peu différent. Donc ils ont racheté notre boîte, ils ont racheté 2 autres boîtes. Ils sont venus vous voir ou vous étiez en Ils vente? sont venus voir une première boîte. La première boîte, c'était nos concurrents. Donc en fait, vu qu'on discutait avec nos concurrents, ils nous ont dit hey, ça serait bien que vous veniez. Et eux aussi se sont fait racheter les concurrents? Ouais, en fait, les c'est 2 génial. premières boîtes qui sont fait racheter par Inlog, c'était le concurrent et nous. Ça, c'est idéal. Donc nous, on avait 60% du marché, eux, ils avaient 40%.
Donc je vais te dire, après c'était un peu cadeau pendant quelques années. On avait du coup d'autres sujets, on voulait lancer d'autres produits, mais au moins sur le produit principal, on était tranquille, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est la première leçon que j'ai eue. À un moment, ça peut être intéressant de racheter ton concurrent parce que ça te fait, via un effet de levier bancaire, bah, tu t'achètes en fait une augmentation de prix, tu t'achètes... alors, tu vas pas augmenter pour augmenter, mais au moins, tu n'es plus en guerre des prix. Bien Parce sûr. que nous, c'était ça. Pendant des années, on avait été en guerre des prix. Et quand on a vendu à Inlog et qu'on a été plus concurrent, je me suis dit, putain, mais c'est con en fait. Et c'est là où je te dis, ça, j'ai beaucoup appris, c'est que en fait, au lieu de faire une guerre des prix comme ça, on serait un moment posé. On aurait dit, bon, on fusionne les boîtes, ou nous, on te rachète. Et en fait, on aurait gagné 5 ans. Parce Mais qu'on aurait évité de faire cette guerre des prix, on aurait délivré un logiciel qui était meilleur, parce qu'on aurait réuni nos deux équipes et tout, optimisé. Donc en fait, c'est là où je te disais, j'ai mis 10 ans pour faire 1 million d'ARR, mais 10 ans à galérer. ok. C'était pas... Oui, après, comme tu l'as dit très intelligemment, c'était un manque d'expérience à l'époque. Ouais, Tu as eu cette humilité en tant qu'entrepreneur d'aller prendre une fiche de salaire qui est pas facile et ouais. tu as appris plein d'autres choses. Mm. Après, ce que tu dis, ça prouve qu'en effet, le business model, le fonds d'investissement, c'est génial. Je veux dire, tu peux C'est voir des génial. opportunités de marché, dis toi plus toi, allez, venez, mettez-vous ensemble et juste par C'est effet ça, de cette opération, tu crées de la valeur. exactement. Bon, après, faut bien acheter, etc. Faut bien acheter, faut bien intégrer. Exactement. Et donc, toi, tu es devenu la personne dans ce groupe qui a géré un build-up de 3. Est-ce que Ouais. la première. Donc, En fait, j'étais le CPTO, donc je gérais ok. le produit de tous des trois sociétés. Donc, la première L'intégration, achetée, c'était celle dont tu parlais de ouais. ton concurrent. Et il y en a une autre après. Et il y a une troisième boîte qui était une boîte belge. Et en gros, avec nos 3 boîtes, on complétait tous les logiciels. Pardon, bon, là, j'ai touché le micro, c'est bon? Oui, ça changerait. Ah, pardon. Excuse-moi. Euh, en fait, en rachetant la troisième boîte qui était belge, qui s'appelait Moonchaise, ça nous permettait de couvrir tous les besoins d'un laboratoire. Donc, on arrivait avec une suite de logiciels au lieu d'avoir des petits logiciels éclatés un peu. Et là, l'enjeu de cette intégration, c'était d'intégrer 3 équipes avec 3 cultures différentes, d'arriver à monter le chiffre d'affaires en même temps, et puis de lancer des nouveaux projets. Et c'était quoi le nombre de personnes par boîte? Alors ça dépendait, parce que nous, on était à peu près 12 dans l'équipe. Et tout le monde est resté au niveau Tout de le monde est l'achat? resté Alors tout le monde est resté pendant que j'étais là. Et Ah, c'est un des enjeux des reprises, ok. c'est d'arriver à garder les gens, Parce que en fait, tu vas avoir des problématiques de culture d'entreprise. Nous, la boîte qui nous a racheté, Inlog, c'est une boîte qui avait 30 ans, avec des gens qui étaient là depuis 20 ans. Et en fait, on a racheté, nous, notre boîte, et les autres boîtes, c'était que des boîtes avec des jeunes qui avaient une culture un peu start-up. Donc c'est sûr que la culture, tu vois, il y a un clash et tout. Et ça a été un peu le risque pendant ces 3 ans, c'est qu'à un moment, tu perds des équipes entières, parce que les gens partent, parce qu'ils en ont marre, ils ne s'entendent pas Mm. avec une autre partie de la boîte. Et ça a été un peu, moi, ce que j'ai fait pendant 3 ans, c'est réunir les équipes, essayer de faire un cocon autour de cette BU en disant, T'es devenu un psychologue. bah, psychologue, et puis je me rendais bien compte que si tu mettais la culture de la boîte historique dans ces 3 boîtes, que tu l'imposais, ça allait partir au clash. Et vous avez dû déménager. Est-ce que ces 3 boîtes, il y en avait une en Belgique, vous êtes à Lyon et l'autre, ils étaient Alors la où? boîte belge est restée en Belgique. Nous, on avait les 2 boîtes lyonnaises Ah, c'était. on s'est réunis donc dans les mêmes locaux. Enfin, sur la fin, quand je suis parti, ils se sont réunis. Mais bon, c'était ouais, Mais après, c'est aussi ça. J'ai instillé un peu cette culture remote first parce que on avait 3 équipes à 3 endroits différents. Donc à un moment, tu peux plus faire tout au même endroit. C'est du Et travail, ça, quand même, c'est surtout. beaucoup de travail. En fait, et puis mine de rien, la culture dans les boîtes, c'est important. Il faut y faire attention. Et il faut arriver à intégrer tout le monde et à garder la valeur. Parce que tu sais, les boîtes de logiciels, si tu perds les gens, tu perds la valeur de la boîte. Tu perds des années de travail. Tu peux toujours reprendre, mais tu mettras du temps à reprendre. Donc je pense que c'est le plus dur quand tu intègres des boîtes de logiciels, c'est d'arriver à merger des gens, en fait, des humains qui ont leurs pensées, Ouais. qui ont leur méthode de travail, et d'arriver à les emmener vers quelque chose de mieux. Et là où une boîte un peu legacy, souvent, c'est un peu la problématique qu'on avait, c'est qu'une boîte avec des process un peu anciens, en fait, si elle impose ses process dans la nouvelle boîte, et ben, les gens pètent des plombs. Parce qu'en fait, tu régresses en termes de fluidité et tout. Donc, Ouais. Donc, toi, tu étais motivé, ça se voit, de prendre ce projet en main. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient. Toi, tu étais le CPTO. ouais, c'est Est-ce ça. qu'il y avait un CEO du groupe de Il y 3 ou avait est-ce un que... directeur de BU, mais il était plus impliqué dans le commercial d'un des produits. Et Ok. en fait, c'est vraiment moi. Alors, c'est ça, en fait, quand tu es dans un projet aussi entrepreneurial. Euh, c'est là aussi j'ai découvert comment tu dois faire un peu de politique. En fait, c'est un peu
moi qui allais chercher le projet. C'est-à-dire que tu discutes avec le DG, tu te dis, bah, ce serait bien quand même de prendre les 3 boîtes, d'en faire un truc uni, de pas trop les embêter, parce que si tu les embêtes trop, les gens vont partir. Donc en fait, c'est celui qui veut qui fait le projet. Mais tu vois, là, tu es Ouais. la personne parfaite au niveau du fond, Ouais, qui était hyper motivée et qui lidait le ouais, projet. Et c'est ça. souvent, du coup, après, on parlera du coup de ton fond. Ouais. La difficulté, je trouve, quand tu es un fond, c'est de trouver cette personne qui va porter le projet, alors qu'il n'est Ouais. pas forcément, c'est pas son argent. C'est ça. Comment vous aviez dealé à l'époque pour que toi, tu sois motivé à faire ça, au-delà peut-être de tes motivations personnelles? On n'avait pas du tout d'idée ça. Pas du tout. Et c'était même pas moi qui était prévu pour l'histoire. Ok. Ça s'est fait en fait en live quand j'étais dans la boîte, quand j'étais dans le fond. Alors franchement, pour mon cas, c'est le hasard. C'est que je me suis intéressé au projet, Ok. j'ai eu envie de tester, j'ai eu envie de... Voilà, j'avais envie aussi que les gens se sentent bien, donc je me suis lancé dedans, mais c'était pas du tout prévu comme ça. Et le fond, euh, je pense que le fond et les DG de l'époque, ils n'avaient pas du tout envisagé cette possibilité, ni même pensé à ça. Et donc, est-ce que tu avais au moins des incentives économiques à que cette Non. fusion se passe Non, bien? non. Ok. Par contre, tu m'as dit que tu avais quand même eu une partie. Alors par contre, oui, j'avais quand même un gros incentive économique, c'est que moi j'ai vendu en 2 temps. J'ai Ok. vendu la moitié de ma boîte direct en cash. Et après, j'ai réinvesti 50%, alors pas exactement 50%, mais, parce qu'il y avait des histoires d'obligations et tout, mais en gros, j'ai investi beaucoup dans le groupe. Hmm. Et donc, j'avais des parts du groupe. Donc, j'avais quand même intérêt, D'accord. et ça, c'est vrai que c'est intéressant quand tu fais une reprise, c'est que les managers ou les dirigeants, il faut que tu les fasses réinvestir. Pour qu'ils aient intérêt à ce que le groupe marche bien. Et moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai vu que ces 3 sociétés allaient être achetées, moi, et je savais que 3 ans après, on allait se revendre. Parce que l'objectif, c'était de revendre Inlog à encore un groupe plus gros. Donc ça, il l'avait déjà prévu, C'était c'était leur prévu, stratégie. c'était la stratégie Abenex et tout, c'était dit, c'était tout, C'est on bien. savait. Et moi, ma hantise, c'était que mes parts, en fait, perdent de la valeur si les 3 intégrations se passent mal. Et c'est pour ça que je m'y suis collé. Voilà, ok. Ça, plus. Mais c'est sûr que l'incentive était là, et heureusement qu'il était là, parce qu'il y a plein de moments, même moi, où tu as envie de un peu lâcher l'affaire, parce que c'est très compliqué, Très politique. c'est très politique. En plus, moi, je venais vraiment d'un monde, c'est fluide, hein, on Hmm. était une équipe de 10. Oui. Donc, il y a plein de moments où tu as envie de lâcher. Bah, heureusement que tu as des parts dans le truc pour dire non, faut pas lâcher, quoi. Et du coup, ça c'est bien fini, vous avez réussi à revendre. On a réussi à revendre. Donc, ce qui était cool, c'était que j'étais dans les audits pour la revente. Parce que la BU, c'était un peu le. Alors, c'est pas là, c'était l'étoile montante du groupe, la BU, qui était vendue comme ça dans la revente finale. Donc, j'étais dans les audits, j'ai discuté avec les banquiers d'affaires. Voilà. Donc, j'ai vécu un rachat. Donc, j'ai déjà commencé une première fois à comprendre ce que c'est que revendre, acheter une entreprise. Deuxième fois, parce que tu as Ouais. vendu ta boîte une première Ouais, fois. première fois, mais c'est vrai que j'étais. Là, ce qui était intéressant, c'est que pour te donner un ordre d'idée, je vais pas te donner les chiffres exacts parce que je sais pas s'ils voudraient que je communique, mais je vais te donner des fourchettes. Euh, euh, Quand on a racheté toutes les boîtes plus Inlog, les valeurs de toutes les boîtes faisaient environ, de rachat, faisaient 12 millions d'euros. Donc ils ont racheté 12 millions de valeurs. Quand on a revendu, donc il y a maintenant un an, à Gini, on est sur une fourchette entre 50 et 120 millions. Donc je te fais une grosse 3 ans fourchette. après. 3 ans après. Wow. Et c'est plus vers les 120 que les 50. Et donc, j'imagine qu'il y a eu ce qu'on appelle une multiple expansion. Ouais. Donc, ils ont acheté 3 boîtes à des multiples plutôt bas parce que c'était des petites boîtes. Et quand Ouais. tu les mets ensemble, d'un coup, ça En augmente fait, la valeur de ouais, le c'est ça. multiple. En fait, l'EBITDA a racheté. Alors nous, on s'est vendu à un multiple d'ARR parce qu'on était Ah oui. un SaaS et que on se valorisait comme ça. Parce qu'on n'avait pas un gros EBITDA. On n'avait pas un EBITDA énorme, mais du coup, on était un SaaS récurrent. Et Rigueur est en croissance assez forte ou pas? Non, non, non. On D'accord. était je t'ai dit, on avait 60% du marché, les concurrents 40%. Et en gros, on augmentait, mais là, on était plus en équilibre vers le haut, mais ça allait pas exploser. Ok. Donc, à l'époque, on l'a valorisé. Nous, moi, je te dis, c'était ma boîte. On a valorisé 2 fois l'ARR. Donc, c'était pas un gros multiple. Mais bon, marché de niche, 1 million d'ARR, Ouais. tu pouvais pas aller beaucoup plus loin. Oui, sans une grosse croissance, 2 Ouais. fois la R, Non, c'est ça. C'est ça. super. On avait une croissance de 5 à 6% par an, quoi. Tranquille. Mais par contre, le fait de réinvestir dans le groupe a fait que j'ai fait un exit beaucoup plus important. Parce que là, pour le coup, en 3 ans, j'ai fait x3 sur ce que j'avais investi, quoi. Et eux, ils ont du coup aussi eu ce jeu de multiples d'expansion. Beaucoup. Et le fonds qui a Ouais. fait ça, multiple, il est faramineux. Parce qu'ils ont acheté
Bah, tu dis, ils ont acheté pour 12 millions Ils ont vendu potentiellement ouais, jusqu'à un pot de presque 10 fois plus cher, quoi, ouais, sans c'est ça. exagérer. Ouais, Et donc, c'est-à-dire qu'eux ont aussi, en packageant, en faisant le buy and build, qui est un peu le rêve, je pense, de tout le ouais, monde en c'est private ça. Ouais. equity, ou le build-up, ils ont vendu enfin, pareil, un multiple d'ARR, mais Non, cumulé alors sur un non, groupe, non? parce que nous, on était un peu la start-up du groupe, donc on était full ARR. Mais c'était quand même plein de boîtes autour ou plein de produits qui n'étaient pas récurrents. D'accord. C'était un mix entre la licence, de la maintenance, du consulting et tout. C'était un peu à l'ancienne. Donc, c'est un multiple de BE sur C'est un multiple d'EBITDA, ouais, EBITDA. c'est ça. Un Ok. multiple d'EBITDA, mais le multiple d'EBITDA, il est très très bon. Par rapport au. D'ailleurs, je pense que c'est dans les plus hauts de ce que tu peux avoir dans le marché, quoi. Et ça, c'était il y a combien de temps? Bah, c'était un an. Ok, donc on n'a pas encore d'update, ou tu peux nous donner d'update ou de news sur le fond, comment ça évolue, ou t'as des infos? Je peux te donner des updates. Moi, je suis parti parce que dans la nouvelle organisation, à l'époque, il n'y avait pas de place pour moi, clairement. Aussi parce que t'as pris un petit chèque. J'ai pris un chèque, donc c'est cool, j'ai pris un chèque, mais je sentais qu'il n'y avait pas vraiment de place parce que j'étais arrivé à la limite de transformer la boîte en une boîte moderne. Et clairement, il y avait un différentiel de culture. Donc je me suis dit, bah écoute, tu t'en vas, tranquille, ton chèque, voilà. Et bah après, l'intégration future, on verra, mais bon, c'est pas. Non, c'est sûr que quand t'as plus les personnes pour maintenir un peu les liens, ça se délie assez vite, ouais. Donc en espérant qu'ils aient pas du coup mis 100 millions à la poubelle. Non, je pense pas, mais je pense que le fonds qu'a racheté, c'est une grosse boîte de logiciels médicaux. Ils font plus de 450 millions de chiffre d'affaires. Donc ils vont absorber le choc, à mon avis, et puis finiront par soit mettre leurs produits, soit mettre des DG ou des gens au management qui sont Oui, un peu mieux. c'est une taille de boîte, ils ont d'autres stratégies, ils Donc peuvent développer le je pense commercial. qu'ils vont absorber le choc. Ok, donc Là où toi, petit fonds d'investissement, si tu fais ça, t'es mort, quoi. Si ouais, tu rachètes une boîte et que les oui. mecs se barrent tous au bout d'un an, et que ta boîte c'est du logiciel et donc c'est tes développeurs, c'est chaud pour toi. En tout cas, moi, la place dans cette histoire qui me passionne, c'est ce premier fonds qui a fait cette opération. Mm. C'est donné envie d'être eux. Ouais. Et c'est acheter du LBO primaire à des fondateurs qui ont lancé la boîte et qui ont peut-être pas encore tout optimisé et les faire passer au next step. Bon, après, là, le Voilà, multiple que tu dis en 3 ans, c'est exceptionnel. Faut pas se baser là-dessus. Mais ouais, c'est exceptionnel. Et puis là, en plus, c'était vraiment, franchement, en niveau intégration, bon, il y a eu des trucs de fait, mais c'était pas le but. Le but, c'était d'agréger bêtement les boîtes, tu vois. comptablement, tu veux dire? Comptablement, Ok. ouais, comptablement. On avait commencé à intégrer, mais c'était encore. Déjà, c'était pas franchement, c'était pas dans l'objectif du fonds, ni. Ok, ça pourrait devenir une entité économique, enfin une seule boîte avec 3 trucs séparés à l'intérieur et ils auraient déjà Ouais, fait la valeur. En fait, le fait de Bon. racheter avait déjà fait la valeur pour moi. Et quand j'ai vu ça, si tu veux, moi j'ai dit, mais attends, il faut que je lance un fonds, c'est pas possible. Parce que finalement, moi j'avais les avocats d'affaires, j'avais les contacts dans le milieu du M&A avec qui j'ai confiance. J'ai vu comment ça se passait. C'est pas non plus. Alors, ça demande de l'investissement financier, mais je veux dire, au niveau. C'est pas hyper complexe. C'est pas d'une complexité folle, c'est de l'humain, c'est voilà. Et donc je me suis dit, bah, en fait, je vais faire pareil. Donc là, ce qui est intéressant, on va parler du coup de ton fonds, ce que tu as fait. Toi, dans ta thèse, du coup, ce qu'on voit, c'est bien sourcer et bien acheter. Et si Ouais, tu arrives à trouver les deux, c'est trois ça. bonnes boîtes C'est ça. à acheter et les mettre ensemble, déjà, tu crées de la valeur, sans Mm. parler de bien intégrer et créer de la croissance organique. Mm. Donc, du coup, tu m'as expliqué ce que vous avez fait. Je trouve ça fou parce que c'est hyper niche. Mm. C'était quoi, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, depuis que tu as lancé ton Et fonds? bah, depuis un an, donc moi je suis parti d'Inlog, c'était en juin. Donc j'ai commencé à lancer The Shift directement parce que déjà j'avais commencé à faire le virage de l'IA partout, dans tous les process. Et pour le coup, bon, moi, je suis développeur à l'origine. Donc, si tu veux, j'ai lancé le fond et j'ai lancé les boîtes en mode, OK, l'IA t'amène des process en fait de développement, mais dans tous les process. En fait, tu ramènes le Mm. développement, mais grâce à l'IA, mais dans tout. Et je l'ai vraiment vu comme ça. J'ai commencé à trouver. Alors, j'ai fait deux choses en parallèle. J'ai sourcé des boîtes parce que j'avais déjà une thèse d'investissement qui était que. En fait, peut-être parler de ma thèse d'investissement, je crois qu'on a un peu la même. C'est que, en fait, l'IA, c'est une révolution tellement importante. Pour moi, c'est un peu comme l'arrivée de la machine à vapeur, c'est-à-dire qu'elle va tout changer. Elle va changer la manière dont tu développes, la manière dont tu fais tes process dans ta boîte, même la manière dont tu travailles.
Et j'ai une conviction forte, c'est que le coût de développement va tendre vers zéro dans les années à venir. Ça veut dire que ce ne sera jamais à zéro, mais ça va devenir négligeable, le coût d'un développement logiciel dans les boîtes. Et que ce qui va rester, c'est l'effet de réseau. Je crois que c'est un peu ton cas. Ce que tu cherches, c'est, moi, par mon expérience, c'est plus les logiciels très métiers, très implémentés, donc très sticky. Ouais, très dur à Les changer. sticky software, très, très, très dur à changer. Donc je me suis dit, je vais racheter des boîtes de logiciels qui sont des sticky software, qui sont vraiment structurants, donc comme les logiciels de laboratoire que j'avais fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon premier axe de rachat, c'est ce qu'on appelle, c'est la boîte qu'on appelle labmind.ai. C'est en fait une boîte qui va racheter, faire un build-up de logiciels de laboratoire, mais pas dans le médical, parce que là le marché est un peu saturé, et puis moi, je viens de ce marché, donc ce serait pas réglo de refaire ça là-dedans. Il y a d'autres Mais logiciels. dans les logiciels de laboratoire, tout ce qui est agroalimentaire, Ok, recherche d'accord. scientifique, recherche de médicaments, tout ça. Mais il y a combien de boîtes comme ça en France? Ça doit être ultra niche. Ouais, c'est ultra niche, il y en a une dizaine. Ah oui, d'accord. Et il y en a en Europe, t'en as une trentaine. Et tu t'es dit, je vais en contacter 10 et j'espère qu'il y en a 3 qui vont me dire oui pour vendre. C'est ça. Et alors il y a deux choses. D'une, c'est quand même beaucoup plus facile à sourcer quand tu as une thèse assez précise. Parce C'est que vrai. tu sources telle boîte de logiciels. Donc, comme je te dis, tu en as 10, tu appelles les 10. Ou tu appelles les 20 en Europe. Enfin voilà. Tu appelles les cédants. Tu les contactes sur Ça LinkedIn, paraît tu trouves simple les quand on numéros et parle. tout. Et en fait, tu te vends comme. Tu te dis, moi je suis entrepreneur, je suis comme vous. Je mets un fonds d'investissement qui est actif, qui vous apporte, en fait, si vous restez dans le groupe, qui vous apporte ce levier avec The Shift, de l'IA, de passer un peu le cap de l'IA, parce que souvent c'est des cédants qui sont entre 50 et 60 ans, qui voient le mur de l'IA arriver, qui ont un peu peur, Oui. tu vois, des boîtes un peu legacy. Donc souvent c'est quand même des choses qui leur parlent. Ce que je trouve génial dans ton approche, c'est que c'est ce que tu as vécu toi, Ouais. sur le côté, je vous propose d'acheter votre boîte, mais d'être actionnaire de ce groupe, voici le projet, Ouais. et vous allez gagner à rester. Et c'est la première fois que tu résous cette espèce de puzzle que j'avais dans ma tête de comment tu fais pour acheter plusieurs boîtes, parce que s'il n'y a plus de dirigeants, comment tu fais? Et en fait, c'est avec le projet que tu leur vends, non mais en fait, rester pour ce plus grand projet. Alors qu'avant, j'étais là, mais ouais, mais ils veulent tous acheter des boîtes et que le gars il reste, mais pourquoi il resterait? Non, Ouais. là, c'est quelqu'un qui a encore 4-5 ans devant lui. Si tu veux qu'il reste, il faut forcément qu'il ait intérêt à rester, qu'il ait beaucoup de parts. Tu peux pas demander à un DG de rester. Si tu lui dis tu restes dans le groupe mais tu as 2% de parts, c'est pas possible. Et toi, la manière dont tu l'as structuré, ça se trouve, c'est classique et je connaissais pas, c'est on vous rachète tout, mais vous réinvestissez dans la holding ou dans le groupe. C'est ça exactement. Donc, tu transformes une partie en fait, de ton- on lui rachète une part en cash ou en crédit vendeur, et il y a une part de sa boîte qui va apporter dans le groupe en apport en nature, et ça va être transformé en action du groupe. Surtout que si tu expliques la stratégie, le jeu des multiples, etc. c'est ça, ouais. Tu viens faire le taf Ouais. que lui fera jamais parce que comme tu dis, toi, quand tu étais à la place de cette personne, c'est pas ton job, tu es CEO d'une boîte. Ok. Alors ça, sur le papier, ça marche très bien. Ça marche très bien mais en discutant, mais c'est quand même compliqué parce qu'on est sur des cédants qui finalement, c'est pas des professionnels de l'investissement, c'est pas des professionnels du rachat. J'ai entendu une interview sur ton podcast de quelqu'un qui disait que c'était souvent ça serait la seule vente de leur vie. Et c'est vrai que ça m'a parlé parce que j'ai pas du tout, enfin j'ai quand même, j'ai réussi à les contacter, j'ai réussi à sourcer, enfin aller même assez loin jusqu'à signer des LOI, mais il y a quand même une complexité de l'humain qui fait que il a peur de plus être le patron. Tu vois, le cédant, il a peur de plus être le patron. Il y a des projets, finalement, il aimerait bien dépasser ce fameux plafond de verre, parce que souvent, c'est des boîtes qui sont bloquées à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou entre 1,5 et 3, tu vois. Et il y a un espèce de plafond de verre, et ce plafond de verre, moi je l'explique, c'est parce qu'ils n'ont pas cette optique de racheter un concurrent, de faire un build-up, de déléguer, tu vois. C'est juste déléguer. Des fois, tu as des patrons qui sont chefs d'orchestre, qui sont hommes orchestre, qui font tout. Donc ça, c'est super. Sauf que c'est des gens qui vont se cramer, en fait. Ouais, et qui n'arriveront jamais à scaler. Ils n'ont pas la culture, peut-être, dans cette génération, de se faire coacher, d'avoir d'autres personnes à qui parler. Alors que pour nous, c'est un peu plus normal. Moi, je lis des livres tous les jours là-dessus. Mais c'est vrai que si tu peux apporter ça. Et après, comme tu dis, c'est l'humain, mais du coup, il faut avoir un fit. Soit le gars, il dit, ok, c'est génial, j'adore ce que tu me racontes, et on va être potes pendant 5 ans et on va faire ce truc. Soit non. Mais en effet, je pense qu'il faut parler à beaucoup de monde jusqu'à ce qu'il y ait le match parfait. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est encore en cours. En fait, pour être honnête, il y a eu une acquisition qui devait se faire il y a 2 semaines. Ah oui, quand on s'est eu au téléphone. Ouais, quand on s'est eu au téléphone. C'était fait. Et quand je te dis fait, audit fait, LOI signé. Le vendredi, le week-end, on devait signer le protocole de signing. Et le cédant, je ne peux pas l'expliquer autrement, il a eu un coup de flip. Et au moment de passer à l'action,
Il a sorti une connerie, enfin, on n'est pas Mm. d'accord là-dessus. Mm, mm. Il n'y avait pas de souci, on peut en discuter. Il a complètement flippé. Et on est passé du vendredi, on devait signer, au lundi, je ne signe plus, au revoir, adieu. Waouh. Et là, t'es là, ah, ok. Et tu connaissais, enfin, t'avais passé du temps avec Non, lui. mais c'est pire que ça. Ça fait 4 mois, que je suis avec lui, qu'on bosse comme si que c'était censé être le DG de, de cette partie-là. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Et depuis, t'as un peu plus réussi à avoir du feedback ou là, ça a coupé Non, la bah communication. après, enfin, non, bah oui, j'ai eu du feedback, mais c'est pas rationnel, si tu veux. Je comprends, tu vois, Ouais. je comprends pourquoi les fonds d'investissement regardent pas les boîtes en dessous de 10 millions d'euros, parce que je pense qu'il y a une histoire aussi de temps passé, d'investissement, et de complexité des cédants, tu vois. Et t'as des cédants, ça veut dire que rationnellement, ils devraient accepter le deal, et en fait, ils vont pas le faire pour des raisons irrationnelles. Enfin, voilà, mais bon, c'est la vie, hein. Après, c'est aussi la différence, justement, on a souvent ce sujet qui revient sur le podcast, entre aller chercher des boîtes qui sont pas en vente et juste accepter de regarder les deals qui sont représentés par des M&A, parce que eux, justement, oui, ils sont en vente, quoi. Ouais. Ils sont en vente, et puis du coup, ça veut dire que les brokers ont fait ce travail pour préparer la personne, et une fois qu'elle a fait tout ça et qu'elle a vraiment signé un mandat, bon, il y a moins de chances que ça se passe. Même les boîtes en vente, là, tu vois, il y avait une deuxième boîte, un peu du même secteur qui était en vente. Moi, je viens du milieu, tu vois. Je connais le milieu, je connais les clients, je connais la façon de faire le logiciel. On payait plus cher, et ils ont refusé de nous vendre, alors que nous, on reprend les équipes, on amenait aussi du 109 pour vendre à un de leurs potes qui était commercial dans le carrelage, quoi, tu vois. Non, mais je te jure, c'est une boîte de logiciel, d'un truc ultra niche, faut connaître, tu vois. Et ça, c'était en vente, représenté par un en broker. vente. Tu l'as trouvé où, par exemple, cette annonce? C'est pas un broker, mais c'était en vente. Ils avaient mandaté, bah pareil, c'était une des cibles que j'avais. Ils étaient en vente, ils avaient mandaté leur cabinet pour les accompagner, pour vendre, pour chercher des Cabinet vendeurs. comptable, tu veux dire? Ouais, cabinet comptable et tout, pour chercher des vendeurs. Pas un broker. Et comment t'avais trouvé cette info, toi, que cette boîte était en vente? Et bah, quand j'aurais demandé, ils m'ont dit, bah attendez 4 mois, on revient, on va se d'accord, vendre c'était dans 4 vraiment le... C'était le bon timing. Ok. Mais là, tu vois, pareil. Et alors, heureusement, là, on a un deal, pour le coup, qui va se faire, c'est sûr. Attention, quand tu dis ça la dernière fois, c'était sûr aussi. Hein. C'était sûr aussi, effectivement. Non, mais en fait, si tu veux, là, on est vraiment sur un autre, pour le coup, sur autre chose. Du coup, j'ai un peu dévié de la stratégie. Et là, les boîtes que je vais racheter dans les logiciels de laboratoire, c'est des boîtes très SaaS, donc un peu ce que je connais plus, enfin ce que j'ai plus l'habitude, et qui ont des clients aux États-Unis, en Angleterre à 80%. Donc c'est très intéressant, plus dans la recherche médicale et tout, ce genre de choses. Et là où je te dis c'est plus sûr, ça va pas, t'es jamais sûr, mais là t'as une des boîtes, le gérant il a 68 ans, il en peut plus, il veut partir, il veut me vendre. Il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché pour le racheter, parce que c'est quand même des trucs de, c'est pas niche, mais il faut connaître quand même. Ouais. C'est pas, tu te réveilles pas un matin, tu dis je vais racheter, tu dis je peux racheter un ERP, tu vois, un truc global. Mais il y a les sticky software, souvent il faut être un peu du métier pour acheter. Et par exemple, du coup, si ça se fait dans cette boîte, et disons que tu arrives à juste en racheter qu'une et pas faire un build-up, justement, tu m'as dit que ça fait 1 an que tu expérimentes avec The Shift AI, c'est un peu ton laboratoire de recherche des process. Qu'est-ce que tu ferais, ou c'est un peu quoi ton plan d'action idéal si tu arrives à acheter cette boîte? Bah déjà, j'ai un CPTO qui est prêt à arriver, que j'ai déjà sourcé, qui est prêt à arriver day one dans le truc. Donc lui, son job, ce serait quoi? Son job, c'est de rénover entièrement la boîte en termes de technologie. Ah bah c'est en Axel, intégrant c'est mon des associé, agents et tout. Donc c'est... Ouais. J'expliquerai Axel qui est devenu CPTO et plus juste CTO. C'est Ouais. ça a changé un peu avec l'IA? Bah ouais, avec l'IA, t'es plus juste CTO ou développeur. En fait, le responsable CTO, c'est la personne très technique. Sauf qu'avec l'IA, la technique devient moins importante. C'est important, il faut savoir ce que tu fais. Ça fait partie du produit. Mais il faut plus quelqu'un qui est orienté produit, qui comprend et qui sait ce que c'est un produit. Pour moi, c'est ça. Et les ingénieurs qu'on embauche là pour faire nos développements, même dans la startup qu'on a, c'est des ingénieurs qui ont un historique de développeurs, mais ils viennent pas pour faire du développement, parce que le développement, là, nous, dans Expertflow, ça fait 6 mois qu'on n'a pas écrit une ligne de code. Bien sûr. Et ils viennent en fait plus en ingénieur système, dans le sens design système, conception système, et eux, ils ont des briques, ils ont des règles de développement, et ils s'arrangent pour qu'on puisse mettre toujours plus de fonctionnalités et que le produit ait toujours un sens, que ce soit pas une usine à gaz, que ça parte pas en dérive, en vibe coding dégueulasse ou ça part en cacahuète. Et c'est un peu le risque maintenant, je pense, que des nouveaux types de développement IA, c'est que ton produit soit immaintenable dans la durée. Pourquoi? Parce que, alors ça pour le coup c'est pareil pour tous les produits, plus tu rajoutes
de fonctionnalités, plus tu vas avoir ce qu'on appelle de la dette technique, de la dette de performance, de la dette support et de la dette ergonomique. À un moment, ton produit, quand il a 50 000 fonctionnalités, ça devient une usine à gaz, tes clients ils se perdent dedans, ton support il explose. Et en fait, là, l'ergonomie et la simplicité de ton produit, ça va devenir une arme de scale. Sachant qu'aujourd'hui, le risque, c'est que ça devient trop facile de faire des features et qu'une fois que tu as fini de faire le software parfait, tu peux tomber dans le piège de juste continuer parce que ton job c'est dev, donc tu continues à en rajouter. Alors qu'à un moment, il faut réussir à... Et puis, quand tu as un software, quand tu as un software avec des milliers de clients, en fait, tu as 1000 clients et tu as 1000 clients qui veulent une feature à eux, quoi. Ok. Et en fait, ton job de CPTO, ça va être de dire non, en fait, je ne vais pas te faire ta feature. Par contre, je vais te faire une feature qui va convenir à tout le monde. Et ça, c'est une agrégation. Et c'était ce rôle un peu de product owner que tu avais avant dans les équipes. Maintenant, c'est pareil côté technique et côté produit. C'est pour ça que tu es obligé de merger les deux métiers parce que ça devient ton produit, ton software, il devient une entité à part. Il ne faut pas que cette entité, elle commence à partir en cacahuète de partout. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, le côté dev devient quasi gratuit, la ligne de code, la feature. Et en fait, du coup, il faut monter un peu. Faire gaffe, faut faire gaffe parce que ton client, il te demande. En fait, il faut que quand tu intègres une feature ou que tu aies trop de features, il faut que tu dises à un moment est-ce qu'il ne faut pas en enlever? Est-ce qu'il ne faut pas simplifier? Est-ce qu'il ne faut pas obliger à standardiser? Parce que des fois, la standardisation. Nous, par exemple, je te donne un exemple. Quand on a lancé Ubilab, donc il y a 10 ans, tu avais 4000 laboratoires. Et en gros, tu avais 4000 façons de travailler, à peu près. Et quand on a lancé Ubilab, on a fait le choix de standardiser, de dire non, c'est comme ça qu'on fait. On essaie de faire de la meilleure des possibles, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et t'as plein de clients toujours qui nous disaient non, mais moi je veux un truc ici, un bouton là. Et nous on disait non, on vous oblige à faire ça, comme ça. Mais en fait, ça a été la raison pour laquelle on est arrivé à 1 million d'ARR. C'est que à un moment, si tu as trop de features qui partent en cacahuète de tous les côtés, trop de features, en fait, tu as un support de fou. Tu as ton support qui... En fait, tu peux scaler la techno ou la technique, mais il faut que tu arrives à scaler ton support, ton ergonomie. En fait, c'est le scale d'une boîte. Arriver à scaler une boîte, c'est pas que technique. C'est tout dans les process. Mais ça peut aller super loin. C'est tout con. Nous, pour dire, on allait dans notre SaaS, on avait choisi de... Tu sais, tu as plein de SaaS où, par exemple, quand tu es client du SaaS, tu as ton sous-domaine. Tu t'appelles Théo, tu as théo.lenondusas.com. Et un autre client. Et nous, on avait dit, bah non, on fera pas. Pourquoi? Et c'est tout con. Hein. Parce que si tu as des sous-domaines de partout, quand tu as le support qui envoie un lien au client, il ne peut pas envoyer un lien générique. Ok, des petits trucs comme ça. Non, mais quand tu as 60 000 utilisateurs par jour sur ton SaaS, ce qui t'est arrivé? Ah oui, bien sûr. Après, on a fait des serveurs de résultats, on avait des millions de patients et tout. Ubilab, après, c'est devenu aussi, on a fait des serveurs de résultats, on intégré dans le laboratoire. Donc, alors, pour un serveur de résultats, c'est assez petit, mais à la fin, on gérait 10 millions de résultats par jour, quoi. Ah oui, vous êtes tombé sur la grande époque du Covid. Ouais, aussi. Et si tu veux, quand tu as des centaines de milliers d'utilisateurs, ta petite erreur de support, en fait, elle te génère 1000 tickets support par jour. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que c'est plus les mêmes étapes une fois que ton produit est dev. Quand tu veux passer de 1000 à 10 000 utilisateurs, tu as d'autres problématiques. Donc le CPTO, son rôle, il évolue. Ah bah bien sûr. Et pareil pour les logiciels de laboratoire, tu vas avoir des clients, mais quand tu commences à avoir des clients dans le monde entier qui sont installés partout, si tu as quelque chose qui ne scale pas, tu es obligé d'avoir des consultants pour aller configurer, installer. Tes consultants, ils vont coûter cher. Donc en fait, ton prix global va coûter plus cher. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir dans ce milieu-là, dans le milieu des logiciels un peu sticky, des boîtes qui ont besoin de 100 000 euros de setup pour installer un logiciel, parce que c'est pas du SaaS, il faut des serveurs à côté, il y a une configuration de fou, il faut aller chercher le consultant, ça fait 20 ans qu'il est là, et lui seul sait comment configurer le logiciel. Il faut qu'il vienne chez le client, tu vois. Une boîte qui est SaaS, où tu cliques, tu as ton truc. Et toi, tu cherches à racheter l'entreprise 1 et la SaaSifier, ou c'est quoi un peu? C'est ça. En fait, il y a deux objectifs. D'une, il faut tout SaaSifier, tout rendre SaaS et scalable dans les process, dans la techno et aussi dans le consulting. Parce que tu apportes tout, tu as toujours un peu de consulting et tout. Dans ce genre de produit. Dans ce genre de produit. Et en fait, tu vas avoir une problématique, c'est que c'est des boîtes qui gagnent leur vie grâce au consulting. Donc, tu as un effet pervers qui est que plus ton logiciel, il est compliqué, plus ton logiciel,
il a des bugs aussi, parce que moi je suis arrivé dans des boîtes où ils faisaient payer les mises à jour, tu vois. Il n'y avait pas d'abonnement, mais ils faisaient payer les mises à jour. Ouais. Et, et donc plus tu avais des bugs et plus c'était compliqué le logiciel, plus tu gagnais de l'argent. Donc ça, c'est fini. Ça, Ah bah, celles-là, moi, le but, c'est quand je rachète une boîte, et c'est clair, le but c'est qu'on aille vers de la simplification, vers du SaaS. Pas le contraire. Parce que de toute façon, si toi tu fais pas le changement, tu vas te faire un jour exploser par un concurrent qui le fera. Parce que la différence de prix et de rentabilité entre un SaaS et un truc à l'ancienne, c'est x10. Surtout que, quand tu vois, pour revenir sur l'opportunité IA, c'est un peu aussi ce que nous, on a découvert. Enfin, on a eu de la chance de commencer un process d'achat il y a 6 mois où il n'y a pas eu le cloud moment, comme on disait au début. On se disait, OK, ça va nous mettre 1 an pour tout refaire. Et en vrai, une fois qu'on a gratté, s'il n'y avait pas eu l'IA, ça aurait été plus, je pense, peut-être 2 ans. Parce que finalement, le site, il est connecté ça t'aurait coûté au 100 000 back-end. balles. Bah, on aurait fait nous-mêmes. Enfin, soit ça aurait coûté, ça aurait coûté 200 000 balles à une agence, soit 2 ans de notre temps. Ouais, exactement. Donc, Et finalement, on a eu littéralement la chance ultime du timing avec ce moment de shift. Shift. Très bien, j'ai compris. Bon. Bien choisi. Où ça va à une vitesse, comme je disais, un jour aujourd'hui de dev, c'est l'équivalent de 1 mois de dev, entre guillemets, pré-IA, en termes de shipping de features. Et nous, on a trouvé une stratégie qui est juste incroyable, qui est se poser à côté d'une personne dans la boîte et dire, OK, montre-moi comment tu bosses, et construire le nouveau système en parallèle de l'ancien système, les faire un peu discuter, etc. Donc toi, est-ce que tu cherches aussi des boîtes comme ça où il y a vraiment tout à refaire, où à une époque tu aurais dit ça je l'aurais pas racheté parce qu'il y a trop de boulot, et maintenant ça devient possible? Ah oui, ça devient possible grâce à ça, clairement. Par exemple, pour revenir à la boîte qui va peut-être se faire, c'est plus ou moins qu'est-ce qu'ils font, combien ils sont, et qu'est-ce que tu rêverais de faire, et combien de temps tu penses que ça te prendrait? Les boîtes que je regarde, c'est des boîtes qui font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui ont des coûts, parce que justement elles sont un peu à l'ancienne, qui n'ont pas un gros EBITDA. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de elles ont 3 coûts millions, elles ont 3 millions de chiffre d'affaires, elles ont 2 millions d'ARR, mais elles te sortent 10% d'EBITDA, tu vois. Et c'est quoi les charges? Parce que c'est du software. Bah c'est ce que je te dis, c'est du consulting, de la sous-traitance, parce que tu es obligé d'acheter c'est des intégrateurs qui installent les logiciels chez le client, qui coûtent cher. Et ça, c'est un des leviers de valeur à créer, c'est que tu transformes ça en SaaS. En fait, tes 2 millions d'ARR, je pense que tu vois actuellement, l'exemple que je te donne, on est sur une boîte qui fait seulement 10% d'EBITDA, donc c'est pas beaucoup, elle fait 346, 400. Je pense que dans 3 ans, elle peut faire 1 million d'EBITDA en ayant gardé, en ayant changé, en l'ayant transformé en SaaS. Et là, 3 ans, tu as parlé en année pré-IA. 3 ans en année IA, combien? Enfin, si tu te mets toi-même et que tu es dans la boîte tous les jours. Du coup, avec le CPTO en question. Ouais, CPTO en question. Ouais, je pense que. Bah écoute, on verra. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que tu peux le faire en 1 an, à mon avis. Parce qu'après, il y a transformer le logiciel, il y a migrer les clients. Migrer les clients, les employés aussi, les reformer. Tu es obligé de garder un peu de legacy. Parce que pendant un moment, les clients, ils ont déjà des contrats engagés, donc tu peux pas les switcher. Par contre, c'est pour ça que je dis 3 ans, parce que je l'ai vécu, si tu veux. De A à Z. Le moment où tu refais ta nouvelle version, tu commences à installer les nouvelles versions chez les premiers clients, on va dire pour renouveler tout un parc, il faut à peu près 3 ans. Mais au bout de 1 an, tu es à 20%, au bout de 2 ans, tu es à 60%, et donc tu as déjà des gains significatifs en termes d'EBITDA. Et là où les boîtes que tu regardes, par curiosité, si on prend celle qui fait 3 millions, c'est combien de clients et quel historique moyen? Combien de temps ils restent en général ces clients? C'est souvent des clients qui restent, qui sont jamais partis, c'est très rare. Okay. C'est des boîtes. Un logiciel de laboratoire, c'est quelque chose qui est structurant de ton laboratoire. Ça veut dire que tu payes cher un setup pour le mettre en place. Très cher, ça se compte en. Si tu veux, la boîte qu'on regarde là, si tu payes 100 000 euros de setup direct pour installer le logiciel. Mais c'est au début quand tu lances ton laboratoire et ça fait partie de tes investissements. Et après, les licences, c'est entre 4 000 et 10 000 euros l'utilisateur, tu vois. One shot. ARR. Ok, donc il y a quand même oui, parce que c'est là la donc il y a peu d'utilisateurs, mais par contre, c'est vraiment des gros ARR. Et donc les clients moyens, c'est un client moyen, un petit client dans ce genre de boîte, c'est 100 000 euros, tu vois, de setup et 30 000 euros d'ARR, 40 000 euros d'ARR. Donc en termes de récurrence, la récurrence, elle est assurée, tu rachètes un portefeuille client, clairement. Et là, par exemple, du coup, ça fait combien de clients encore actifs? Là, ça fait à peu près 40 clients, un truc comme ça. Ouais. Ok, donc en plus, ça veut dire que, je sais pas quelle est la taille du marché, mais j'imagine qu'il n'y a pas que 40 laboratoires qui sont dans cette niche. Le marché est énorme, le marché des logiciels de laboratoire. Pour te dire, les premiers concurrents
américain de LAMMINE, le premier, je crois, il fait 100 millions de CA. C'est le premier. Enfin, le plus petit, pardon, le plus petit. Ah. Et on va jusqu'à 1 milliard, Delaware, des trucs comme ça, t'étais à 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, toi, quand tu es LAMMINE, le petit groupe, il faut que tu rachètes des boîtes qui sont finalement des startups un peu dans le milieu. Et l'idée, c'est d'atteindre très vite au moins 10 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu as des effets de seuil psychologiques quand tu bosses avec des grands groupes, pharmaceutiques et tout, qui fait qu'un grand groupe va pas signer un contrat de 5 millions avec une boîte qui fait en dessous de 10 millions de chiffre d'affaires et qui a que 2 personnes au support. C'est tout con, hein. C'est une question vraiment de volume. Oui. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais donc Ubilab. Ça veut dire que nous, on n'arrivait pas à rentrer dans les... Enfin, on avait des contrats avec des grands groupes, mais on n'arrivait pas à lancer des projets énormes dans les grands groupes. Et quand j'ai été racheté par InLog, j'avais le même logiciel, j'étais la même personne. Et un an après, j'étais InLog et on signait tous les contrats. On a signé, avec mon équipe, on a signé un contrat avec le FS avant de partir et tout. En fait, c'est des clients que tu n'auras jamais tant que tu es une petite boîte en dessous de 10 millions de chiffre d'affaires. Parce qu'ils ne te parlent pas. Pour eux, tu n'existes pas, tu es trop risqué. C'est trop risqué, c'est ça. Bah pour eux, c'est trop risqué. Ils peuvent pas mettre un contrat de 5 millions sur 5 ans sur une boîte qui fait 2 millions de CR. Oui. Parce que ils se disent aussi bien la boîte, elle n'existera même plus, tu vois. Ouais, c'était pareil avec les agences, je me rappelle à l'époque. Les gros clients, ils bossent avec les grosses agences et du coup, ça a aussi des effets de seuil. Et donc, il y a la rénovation IA dans les rachats de boîtes. Et il y a ce côté aussi build-up group où les 2 boîtes là, que je cherche à racheter et intégrer un DDG. Donc là, c'est en cours. Et bah, à L2, elles font à peu près 8 millions de chiffre d'affaires. Donc il suffit qu'on en trouve une autre, qu'on monte un peu. Et hop, on a ces 10 millions, on a cet effet de seuil. Comment tu vas financer tout ça ? Alors comment on finance ? C'est une question importante. Donc levier bancaire, hein, clairement. Levier bancaire. J'ai la chance d'être accompagné par des super professionnels. Cabinet de M&A, avocats en droit des affaires, fiscalistes, qui font que ma relation avec les banques est super fluide. Ça veut dire que j'ai littéralement plus de banques qui me suivent que de projets. C'est-à-dire que j'ai des term sheets de banques qui disent ok, on vous suit pour ça, pour ça, pour ça. Ok. Après, tu as aussi Il y a une de belle l'apport. holding, ouais, il y a de Il y a de l'apport. l'apport, mais pour te donner un exemple, on est en capacité sur par exemple un des deals, le deal là qui s'est pas signé malheureusement, qui est tombé à l'eau. Mais le deal au niveau bancaire, il était faramineux. Il était fait déjà, Il était fait. Wow. C'est-à-dire que le mec te dit c'est mort, et en fait tu reçois littéralement les term sheets des banques le jour où il te dit c'est mort. Et c'était quoi du coup ? Et le deal, c'était 10% d'apport de BSG Holding. Le reste, il y avait, alors attends, je vais pas dire de conneries. Il y avait 15% crédit vendeur, il y avait 20% de réinvestissement dans le groupe, et le reste, c'est que de la dette, avec BPI et 2 banques qui suivent, qui se partagent la dette. Okay. Et il y avait une 3e banque qui voulait venir, mais on a dit pour les prochaines opérations. Et vous avez eu l'accord BPI ? BPI, sans problème. Ouais. En nous disant, mais la BPI, c'est même... Des fois, ça fait... T'as l'impression... Alors, je suis passé pour tout le monde, mais t'as l'impression qu'ils veulent te donner de l'argent. Alors, on m'a dit qu'à Lyon, ils étaient incroyables. Ouais. C'est un peu ça. À Lyon, on est bien, franchement. Justement, je crois que c'est un des podcasts que j'ai l'impression que tu me citais dans ceux que tu as regardé sur notre... Oui, parce qu'il y a un Lyonnais aussi. Exactement. Mais c'est vrai, hein, à Lyon, l'écosystème pour financer, il est incroyable. Alors peut-être qu'on a les bons interlocuteurs, je pense. Ouais, c'est une question de personne. Nous, ceux qui nous accompagnent, la JK Finance et d'autres, je les cite parce que c'est vraiment... En fait, ils sont externes à BSG, mais ils sont vraiment dans l'équipe. En fait. JK Finance, c'est qui ? C'est quoi ? Ils font quoi ? C'est un cabinet de M&A avec ses 2 associés, avec un DAF et quelqu'un qui a fait que des acquisitions. Les 2 ont 10 ans d'expérience, chacun dans leur métier. Et j'ai une avocate en droit des affaires, en fiscaliste. Et pour te dire, ils sont sur le site de BSG Holding parce qu'ils sont dans l'équipe. Chaque fois que j'ai un deal, on se le regarde entre nous et tout. C'est vraiment des partenaires extraordinaires. Quoi. Donc c'est eux qui montent les dossiers bancaires et qui avaient les contacts à la base, ou toi tu les avais ? Non, c'est eux qui avaient les contacts et tout. Donc ils ont cette branche, entre guillemets, quasiment petit broker, courtier. C'est pas courtier, mais c'est l'équivalent, ils ont les contacts. Donc mais ça un courtier en fait, aussi. savoir s'entourer dans ce cas-là, c'est essentiel. Alors après, il y a des gens... mon avocate en droit des affaires, ça fait 6 ans que je bosse avec elle. Et elle, c'est une pointure, elle a bossé sur notre deal à nous, tu vois, sur la vente du Bilab, mais elle bossait aussi sur des deals à 100 millions, tu vois, c'est vraiment, elle
elle a une expérience là-dedans qui est super. Et notre JK Finance, le cabinet financier, ils sont extraordinaires parce qu'ils ont les contacts, ils arrivent à te présenter bien au niveau des banques et tout, qui fait que franchement, la banque, c'est pas un sujet, quoi. C'est un peu abusé de dire ça, mais c'est vraiment Non, mais c'est c'est pas un bien. sujet. Parce T'as- que, alors quand tu achètes bien au bon prix, il Exactement. faut acheter au bon prix, il faut Il convaincre. faut que ce que tu achètes, c'est l'actif aussi. Que regarde la banque, le Voilà, repreneur, il il est faut qu'il y ait actif. un bon EBITDA. On est dans du software qui est sticky. Ça, ils le comprennent bien. À Lyon, en tout cas, ils le comprennent bien. Ok. Et en fait, ils suivent. Ils suivent. Bon, mais la banque, c'est pas un problème. Ouais, Le vendeur, ça a été un problème. ouais. Objectif, on se reparle dans 3 ans. Bah, l'objectif, j'aimerais bien arriver dans 8 mois et te dire que ça y est, on a enfin acquis les 2 prochaines boîtes. Et au passage, on fait vraiment notre boulot de fonds d'investissement parce que là, ce qu'on veut faire aussi, c'est ouvrir des SPV pour chacun de nos projets. D'accord. Euh, En fait, là, l'idée, c'est d'arriver pour chaque projet qu'on lance à avoir un SPV dédié avec des financeurs. Ok, d'autres investisseurs externes en plus de Ouais, vous. ça, je les lance. Ça sera lancé. Je pense que quand le podcast sera sorti, ça sera déjà créé. Mais ça s'est lancé parce que j'ai pas mal de potes entrepreneurs ou de gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, qui m'ont dit plusieurs fois je veux investir. Et à un moment, je me dis bah oui, il faudrait peut-être Faut peut-être faire avoir ça. un deal du coup. Bah, Faut que ça aille au bout. alors, pas forcément besoin, parce que là, on est, tu vois, pour Expertflow, notre startup, on a déjà un SPV, là, on va financer la startup avec un SPV. Ok, donc là, Là, c'est c'est assez sûr. différent parce que c'est de la création, pas du C'est la rachat. création. Donc là, c'est plus du risky, parce qu'on est dans la startup pure, avec, pour le coup, un gros potentiel. Je pense qu'on peut aller sur vraiment Expertflow, c'est une startup qui, pour moi, a un niveau d'un Doctrine ou d'un Alan en termes de marché adressable. Et tu peux nous rappeler ce que ça fait? En fait, on a automatisé l'expertise judiciaire. Donc c'est très pareil, c'est un peu niche et Ouais, tout. c'est quoi exactement L'expertise judiciaire, c'est quand tu as un problème d'assurance, quand tu as un conflit avec les assurances, quand tu as un conflit au tribunal, quand tu as des problèmes, vraiment des trucs même assez durs, tu as besoin d'un expert, tu vois, qui va rendre un rapport. Et en fait, on a automatisé et mis de l'IA dans tout le process, ce qui fait que, en gros, avant l'expert, il mettait 8 heures à rendre son rapport, et avec l'outil, il met à peu près 2 ou 3 heures. Et t'as pas trouvé une boîte à racheter et à s'assiser qui Et fait non, ça? il n'y avait pas de boîte. C'est pour ça que j'ai créé Ils Expert. utilisent pas des Ils logiciels utilisaient même à Word, l'ancienne? Word et à la main. Moi, j'aurais quelqu'un de présenter mon avis sur le sujet. Vu que tu as cité Et- Doctrine, ça me fait penser à quelqu'un. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et le total addressable market sur rien que les experts en France, t'es à 400 millions. Donc c'est quand même des bons marchés. C'est la première fois, tu vois, quand je te disais que moi j'ai mis 10 ans pour atteindre le 1 million d'ARR, Expertflow, là, en ce moment, ça signe un peu tous les jours. Et chaque expert a un ARR entre 2000 et 4000 euros. Donc en fait, là, c'est en train de monter. Donc Alors, heureusement, c'était là, pas le projet, le but c'était de racheter des boîtes et au ouais. final. Ouais, mais je m'embêtais entre deux. Tu avais parlé un moment, quand t'attends la LOI, Ah ou oui. t'as un temps, Oui. en fait, t'as rien à faire. Alors, Donc, moi, en je me suis forcé à pas lancer un truc à côté, mais après, si c'était un truc qui marchait, Mais je voulais ça pas m'aurait pas lancer, gêné. je voulais pas lancer de start-up, et en fait, j'ai mis 3 mois avant de le faire. Et J'y t'as suis pas arrivé. quelqu'un qui t'aide là-dessus? Parce que Ouais, si ça c'était- commence à bien marcher, Bah, t'auras. en fait, ça a marché direct. J'ai vendu des licences directes. Au début, j'ai tout fait moi-même, mais je le faisais littéralement entre deux trucs M&A, quoi. Je me faisais chier, bon, je vais pas dire ça, mais et ça a marché direct. Du coup, bah, j'ai recruté mon CPTO là, qui est arrivé en janvier. J'ai un commercial qui a commencé il y a 2 semaines. J'ai ma CEO qui arrive en septembre. Ok. Donc c'est bon, l'équipe elle commence à se former là. Et j'ai un autre normalement développeur qui arrive. Et à 4, pour moi c'est bon, ils peuvent durer 2 ans comme ça sans problème. Oui, C'est des gens de confiance que j'ai. Là aussi c'est plus facile parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé, Bien sûr, c'est important. que j'ai confiance ou que j'ai même formé. Enfin, donc c'est aussi la facilité parce que moi j'ai 15 ans d'historique et de connaissances. Mais je pense que pour les prochaines startups ou les prochains boulots, à un moment, j'aurais épuisé mon vivier de contacts. Donc, à un moment, je pense que là, ce sera plus dur, tu vois. À mon avis, ce sera plus dur de sourcer, de trouver les bons candidats et tout. Typiquement des DG, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. C'est plus facile le début où tu peux te baser sur ton réseau, mais bon, après, une fois que tu as un business, normalement, le réseau, il est exponentiel aussi. Peut-être, oui, oui, ouais, oui. Donc, C'est ça, c'est HRFlow. Donc, on comprend. Expertflow. Ah oui, HRFlow, je confonds avec un outil de parsing de CV qu'on Ouais, utilise. non, c'est expert-flow.ai. Et donc, en fait, ça automatise l'expertise judiciaire. En gros, l'expert, souvent, il fait des entretiens ouais, et après, il doit générer un rapport. Et là, l'idée, c'est qu'il fait son entretien, il dicte sa note clinique,
parce que on sait qu'on a commencé à se lancer dans tout ce qui est médical. Ok, Moi, je venais du très médical, niche. donc voilà. Et il dicte sa clinique, et en fait, derrière, il y a tout qui se passe en automatique avec l'IA. Et c'est comme ça que tu arrives à réduire un truc qui mettait 8 heures à un truc qui met 3 heures. Ok, donc je pense que tu vas donner des idées de start-up là, à ceux qui nous écoutent. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de niches où il manque des outils comme Mais ça, faut que l'IA peut. Bah, en fait, avant l'IA, tu pouvais pas sortir un outil comme ça. Donc là, alors du coup, ce qui est compliqué, c'est que là, Expertflow, typiquement, il faut, ce qui va être important, c'est d'arriver à délivrer vite et d'arriver à prendre le marché très rapidement. Ouais, parce que c'est un peu une ruée vers l'or là. Tout le monde est en train de lancer sa surcouche IA pour la niche X, Pour Y, la Z. niche X, voilà, c'est ça. Donc quand tu tombes sur une niche et qu'il n'y a rien, bah, faut te lancer, mec. Franchement, faut y aller. Tu vibe code un truc, tu fais du fake it until you make it. Ouais, j'en vois passer pas mal là sur Mais LinkedIn. franchement, c'est ça qui marche, c'est vrai. Et le pire, c'est que les gens sont contents. Parce que tu es dans des marchés où il n'y a rien, tu leur dis, bon, bah, j'ai 10% de projets qui marchent, vous m'achetez ma licence à l'année, mais ça me permet de développer, ils sont OK avec ça. Hein. Bon, mais quand le SPV sera prêt, tu nous l'enverras parce que justement, moi, Ouais. sur la newsletter, à la base, c'est suivez nos opportunités d'investissement, investissez à nos côtés. Ouais. Pour l'instant, on n'a jamais envoyé de choses comme ça, donc Ouais. fais-nous un deck, on passera celui-là. Ouais. Et quand le prochain deal aussi sera prêt, moi j'ai vraiment envie de relayer Ouais. les Bah, opportunités de prochain co-investissement. Le prochain lead, c'est LabMind. LabMind, on va, je pense, lever 1 million. Et LabMind, pardon. Depuis tout à l'heure, je comprends si tu me parles de l'Allemagne. Non, Tu vas racheter l'Allemagne? Non, mais LabMind, ouais. le nom, oui. Non, c'est très bien, c'est très bien le nom. C'est Maintenant, très bien, ça s'écrit très bien, mais ça, Ok, mais ça c'est le nom c'est le nom du groupe du futur groupe, ouais. Très bien. Parce que l'idée, c'est de montrer aussi que tu fais de l'IA, parce que c'est important. Donc le logo, on l'imagine un petit peu avec le cerveau, les petites étoiles pour montrer qu'il y a de l'IA. Ouais, ça bouge un peu. Je sais pas, mais à un moment, vu que je fais que des boîtes autour de l'IA, le problème, c'est que les logos avec des cerveaux, tu vas en avoir de tous les côtés, quoi. Exactement. Ouais. Très bien, on enverra ça dans la newsletter avec grand plaisir, c'est une bonne idée. Merci Guillaume, c'était hyper intéressant. Merci à toi Théo. Bon après-midi. Et merci.